À la une de l'actualité ce soir, accueil chaleureux pour les étalons médaillés de bronze à la CAN 2017. Décoration et félicitations. Le gouvernement et le public sportif ont tenu à réserver un accueil digne aux représentants du Burkina Faso à cette compétition. Après cette performance, quel est le prochain défi du groupe? Le capitaine des étalons Charles Kaboré est notre invité. Un conseiller et son fils tués par des individus armés à Yorsala dans la commune de Titao ce samedi 4 février au petit matin. Le conseiller municipal aurait été l'objet de menaces dans son village d'origine. Acte terroriste ou règlement de compte, on en parle dans ce journal. Et puis le grand format de cette édition, après avoir révolutionné les technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux ont bouleversé aujourd'hui les modes de vie et voire de pensée des contemporains. Incontestablement, le digital est devenu le lieu où on y trouve une foule d'informations, où se tissent des relations, mais aussi un espace de liberté. Certains consommateurs en sont devenus dépendants. Pourquoi cette addiction? Les réseaux sociaux sont-ils vraiment incontournables? Explication à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, sachez que le Cameroun vient de remporter la CAN 2017 il y a quelques minutes à l'issue d'une finale qu'il a opposée à l'Égypte. Score final début à 1. Retour sur les temps forts en images. On l'avait même souligné avec cette pause. C'est beau ce qu'il a fait là, la reprise. Oh, c'est le but! Oh, quel but! Vincent Aboubakar qui va donner juste avant le temps additionnel la coupe au Cameroun. Capitaine du vestiaire, Mukonjo, et lui le capitaine de terrain. Regardez cette belle image. Et Mukonjo. Je le disais, un titre accueil chaleureux pour les étalons médaillés de bronze à la CAN 2017. Le gouvernement et le public sportif ont tenu à réserver un accueil digne aux représentants du Burkina Faso à cette compétition. Le film de leur accueil avec Alain Didier Compaoré, Salif Belem et Modeste Ouedraogo. Le président du Faso a tenu à rassurer les étalons du soutien du peuple burkinabé. Pour le président Kaboré, ils font la fierté du pays des hommes intègres. Et la troisième place arrachée à la CAN 2017 est le fruit de leur engagement et de leur détermination. Je voudrais surtout saluer l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe, le fair play que nous avons pu constater, nous qui étions à Ouaga à la télévision, de notre équipe nationale. Comme dans toutes choses, l'homme propose et Dieu dispose. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous êtes nos ambassadeurs. C'est d'ailleurs pourquoi il les a invités à redoubler d'efforts pour les échéances futures. Chaque fois que vous faites des prouesses, on dit c'est un Burkinabé. Nous aussi on est assis ici, on est fiers. Donc, c'est pour vous exhorter à continuer à briller dans vos clubs, à travailler avec un esprit de savoir que le Burkina est engagé dans notre compétition. La Coupe du Monde, nous on n'a pas de doute en tout cas que si nous continuons comme ce que nous avons fait, on sera forcément qualifié. Pour les blessés, Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo, le président Roch-Marc Christian Kaboré dit suivre cela de près. Nous avons en mémoire ceux qui étaient blessés, Jonathan ici, Jonathan Zongo également qui a été opéré avec succès. Et je voudrais vous rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions, je dis bien toutes les dispositions, pour qu'ils soient soignés dans les meilleures conditions. Le clou de la cérémonie a été sans conteste la décoration. Les étalons de la CAN 2013 ont été élevés au rang de commandeur de l'ordre national. Les nouveaux venus, officiers, tout comme la FBF et l'UNCE. Les entraîneurs adjoints Firmin Sanou et Narcisse Yamego ont été faits chevaliers de l'ordre national, une distinction que le capitaine des étalons prend à sa juste valeur. C'est un honneur pour nous d'être décorés aujourd'hui commandeur et officier pour certains. On est fiers d'être burkinabé, de défendre notre patrie. Et maintenant on va continuer à travailler et à se battre pour le pays et à rendre ce que le pays nous a donné. Et vive le Burkina. La CAN 2017 c'est fini. Les regards sont maintenant tournés vers les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Vous l'aurez compris, après leur accueil ce matin, les étalons ont été reçus cet après-midi à Kosiam au palais présidentiel. Ils ont reçu les félicitations du président du Faso, mais aussi des décorations. Un reportage signé d'Abakini. À présent, je vous propose le film de leur accueil avec Alain Didier Compaoré et Modeste Ouedraogo. Il est 11h29 quand l'appareil volant imitant l'oiseau naturel fait son atterrissage à l'aéroport international de Ouagadougou. À son bord, des étalons à sabots particuliers. Oui, particuliers parce qu'après un séjour en terre gabonaise à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, ils rentrent au bercail, les sabots bien bronzés. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par Paul Kabatieba et certains membres de son gouvernement. Bravo à tout le monde. Le pays vous dit merci pour tout ce qui a été fait, en tout cas du côté du Gabon. Un Premier ministre comblé. Et je voudrais, au nom donc, de tout le peuple burkinabé, exprimer ma reconnaissance aux étalons et leur dire que vraiment, ce qu'ils ont montré au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce que nous attendons de la jeunesse. C'est tout souriant que chacun des joueurs arbore fièrement sa médaille de bronze, conquise de haute lutte devant le Ghana en match de classement. Après un bref passage au salon ministériel aux côtés des officiels, c'est par un porte-char que les néo-médaillés de bronze ont pris la direction de l'avenue Kwame Nkrumah. Là, ils sont accueillis par une foule en liesse au son de vuvuzela et des sifflets. Les noms de joueurs sont scandés tout au long de leur trajet qui les conduit à la place de la nation. C'est un peuple en effervescence qui les attendait également sur place. Un moment de communion et de convivialité entre les étalons et le public. On est très satisfait, on est très content. L'accueil, franchement, c'est magnifique. Voilà, on va continuer comme ça à bien travailler. Bon, on pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir voilà, de gagner cette troisième place. C'est vrai qu'on méritait mieux, mais bon, voilà, pour nous, le match d'hier, c'était comme une finale pour nous. C'est-à-dire que de récompenser le peuple burkinabé. La grande, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Mes préoccupations, c'est de remercier le public burkinabé et qui sont venus nous accueillir ce matin au niveau de l'aéroport. Je les remercie vraiment pour cet accueil. On est content des étalons. Moi, je suis maman étalon de Naouri, donc je suis trop content avec mes enfants là. Je prie à Dieu pour que 2019 là, on va amener la coupe au Burkina Faso. Il faut remonter en février 2013 pour voir une telle mobilisation en faveur des étalons. Et le moins que l'on puisse dire est que les poulains de Paulo Duarte ont à nouveau conquis le cœur du public sportif burkinabé. Le capitaine des étalons est notre invité ce soir. Charles Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, le Cameroun qui remporte le trophée, une équipe de votre poule. Comment vous avez vécu cette finale? Bon, l'Égypte, c'est une équipe défensive. Le Cameroun, ils ont de très bons attaquants comme Moukandio et Vincent Boubacar, qui l'a démontré ce soir qu'ils ont beaucoup de caractère. Et en deuxième mi-temps, quand ils sont sortis, ils ont égalisé et mettent un deuxième but. Et je pense qu'ils méritent de remporter cette coupe. Et vu ce qu'ils ont commencé depuis le début, à être solidaires, comme nous on l'a été, c'est un groupe où personne ne croyait en eux, qui sont pas partis par la petite porte. Maintenant, ils sont sortis par la grande porte. Et je les félicite. Et j'espère que les années à venir, nous aussi, on aura la chance de finir en beauté et pouvoir remporter ce trophée. Comme le disent les musulmans, Inch'Allah. À présent, on revient à l'actualité chez nous. Les étalons médaillés de bronze cette année. Pour vous, quels sont les enseignements qu'on peut tirer? Les enseignements, c'est le positif, la vie du groupe, la vie qu'on a menée depuis le début à Marrakech. Le stage a commencé le 28 décembre et on a vécu ensemble pendant 1 mois et demi. Et je pense que le groupe vivait bien et il y avait beaucoup de solidarité, on s'entendait parfaitement. Il y avait pas, tout le monde visait les mêmes objectifs, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants, le public burkinabé. Et tout le monde était uni et ça a apporté
cette cohésion au niveau du groupe parce qu'on entendait tout ce qui se passait au Burkina ici, et match par match, ils croyaient en nous. Et maintenant, comme j'ai dit depuis le début, on est parti avec beaucoup de modestie et sans craindre l'adversaire, mais bon, se faire petit pour grandir parce qu'en 2015, on a fait l'erreur de partir avec des grandes ambitions en se disant que le trophée nous appartenait parce qu'en 2013, on a raté de peu. Et ça a été dommage pour nous parce que la CAN, ça se joue à fond et sans erreur, concrétiser les actions qu'on a. Maintenant, en 2015, on a tiré des enseignements et on a gommé le négatif, on a pris le positif. Et c'est le positif qui nous a apporté ce qu'on a aujourd'hui, un groupe homogène et qui vit bien ensemble, qui est solidaire et qui est allé jusqu'au bout. Et même si on aurait voulu que ça soit encore meilleur, maintenant la 3e place, c'est mérité. Et je pense que pour les jeunes joueurs et les anciens, aujourd'hui c'est une grande satisfaction déjà d'être dans ce groupe et de vivre tous ensemble cette belle histoire. Le réalisme et la détermination qui a payé. On l'a vu également après la défaite contre l'Égypte. C'était la déception, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la douleur est passée? Bon, c'était une déception énorme parce que perdre au tir au but, ce n'est pas évident. Maintenant, où on s'enfonçait plus, où on se relevait pour chercher à ramener quelque chose à la maison. Et on a su le faire, on s'est relevé. Et contre le Ghana, en sachant qu'ils ont joué 2 jours avant, on n'a pas pensé à ça. On s'est dit, quelle qu'en soit la fatigue qu'ils ont, ils vont jouer à fond. Ils l'ont fait. Nous aussi, on a joué comme si c'était une finale qu'on jouait. Et Ghana a une très bonne équipe et technique. Nous aussi, on a démontré qu'on a de la qualité. Et aller en marquer un super beau but à la fin du match. Et je pense que c'est tout le travail qu'on a fourni, tous ensemble, qui a été récompensé par cette victoire. Charles Kaboré, comment vous appréciez l'hommage et l'accueil qui vous a été réservé à votre retour du Gabon? Bon, c'est magnifique, c'est extraordinaire pour nous. En tant que joueur, c'est la 2e fois que je vis ça. Et je pense que d'année en année, ça évolue. Et le football burkinabé évolue, les supporters évoluent. Tout le monde essaie de tirer des leçons et des CAN passées. Maintenant, on les remercie beaucoup pour tous les bénédictions qu'on a reçues durant la CAN. Et sans eux, aujourd'hui, peut-être qu'on n'allait pas avoir autant de succès. Et je suis content et fier d'être dans ce groupe et des étalons et de participer à cette CAN 2017. Quel est le prochain défi du groupe? Le prochain défi, c'est d'aller dans les clubs, essayer de tout faire pour compétir déjà, parce que c'est important, et jouer dans son club pour pouvoir venir servir l'équipe nationale. Et dans les mois à venir, il y a des compétitions, et j'espère qu'on répondra présent et qu'on montrera qu'on a de la valeur et que le Burkina, on peut compter sur le Burkina dans les années à venir. Oui, Charles Kaboré, une question personnelle. On annonce votre retraite pour bientôt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et il semble que vous êtes en train toujours de réfléchir. Est-ce qu'il y a une chance de revenir un peu sur cette décision? Bon, j'ai eu une grande chance de côtoyer des grands entraîneurs, des grands joueurs comme Dagano, Moumouni Dagano et Kéré, qui m'ont beaucoup appris. Maintenant, aujourd'hui, ça fait depuis 2006 que je suis en équipe nationale et il y a un moment de réflexion et je vais prendre le temps de réfléchir, retourner au club et m'aérer et puis bon, prendre la décision avec la famille tranquillement, sans pression. Merci à vous, Charles Kaboré, d'être passé répondre à nos questions. Encore une fois, bravo. Merci. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, un conseiller et son fils tués par des individus armés dans le nord du Burkina Faso. La scène s'est déroulée à Yorsala, dans la commune de Titao, ce samedi 4 février au petit matin. Selon certains témoignages, le conseiller municipal tué aurait été l'objet de menaces dans son village d'origine, raison pour laquelle il aurait trouvé refuge à Yorsala avec son troupeau. Avec ce drame, les autorités régionales se sont déportées sur les lieux. Alain Alidou Sawadgo, Irénée Kaboré. Le conseiller municipal de la commune de Nassumbu, Abdoulaye Diko et son fils ont été assassinés dans le village de Yorsala, situé à 45 km de Titao. Son deuxième fils blessé se trouve actuellement en soins au CHU de Wayuguya. Ce meurtre a eu lieu très tôt ce samedi matin par des individus non encore identifiés. Selon les sources dans l'anonymat,
Abdoulaye Diko est venu se réfugier à Yorsala suite aux menaces de mort proférées à son endroit. Et nous nous sommes déplacés sur les lieux avec les forces de défense et de sécurité et ils ont fait le constat. Effectivement, et nous notons le décès d'un individu et de son enfant. Le troisième enfant a été transféré au CMA de Titao et actuellement transféré au niveau du CHU de Waïguya. À l'heure actuelle, les criminels sont recherchés par les forces de défense et de sécurité. La population est donc appelée à dénoncer tout comportement suspect. À l'endroit de la population, je voudrais dire que c'est ensemble que nous allons arriver à bout de ce fléau. Nous devons communiquer, toujours communiquer, apporter l'information, la bonne information et bien sûr de manière anonyme. Nous leur rassurons que c'est de manière anonyme que cela doit être fait. Une enquête est donc ouverte et les coupables sont recherchés activement afin de les mettre hors d'état de nuire. En bref, le président du Faso se rend demain à Bamako, au Mali, pour une rencontre du G5 Sahel. C'est un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire au Mali et dans la sous-région. Le G5 Sahel s'est donné la mission de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le grand banditisme. Les pays membres du G5 travaillent à mutualiser leurs forces et leurs ressources pour réussir la lutte. Une association musulmane s'oppose à tout amalgame entre islam et terrorisme. Ce 5 février, elle a organisé une conférence publique dans la capitale burkinabé pour mettre en exergue le caractère pacifique de la religion musulmane qui ne saurait s'accommoder avec la terreur et la violence. La synthèse avec Haruna Mari. Le terrorisme est une menace pour le Burkina et d'autres pays à travers le monde. Pour apporter sa pierre à la lutte contre ce mal, l'association Tolboul Im pour la sauvegarde des valeurs islamiques a initié cette conférence publique islamique. Il s'agit également de montrer la différence entre le terrorisme et le djihadisme. Le mot islamiste, ça veut dire quelqu'un qui pratique sa religion, l'islam. Alors que terroriste, on ne connaît que de tuer les uns seulement. Faire le djihad, ce n'est pas tuer des uns. Il y a plusieurs façons de faire le djihad. Mais tuer les uns pour dire que toi tu es djihadiste, non, ça ne se fait pas dans l'islam. Stratégie de lutte contre le terrorisme, islam contre le terrorisme sont entre autres des thèmes qui seront développés. C'est un moyen d'attirer l'attention des fidèles musulmans sur la menace terroriste. On lutte contre le terrorisme d'abord par la propagation de la science. Le changement d'abord, c'est le changement en soi-même. Et quand on arrive en tout cas à dompter ce soi, alors on bâtit ensuite une famille noble. Et c'est cette famille-là qui va contaminer les autres familles. Et avec cette méthode, on pacifie facilement la société sans passer par la violence. La conférence publique islamique est organisée par l'association Tolboul Im pour la sauvegarde des valeurs islamiques, en partenariat avec d'autres structures islamiques du Burkina. Pour les conférenciers, l'islam est opposé au terrorisme. On en vient au grand format de ce journal. Après avoir révolutionné les technologies de l'information et de la communication, les réseaux sociaux ont bouleversé aujourd'hui les modes de vie et de pensée des contemporains. Facebook, Twitter, Instagram, Table ou Medium. Incontestablement, le digital est devenu le lieu où on y trouve une foule d'informations, où se tissent des relations, mais aussi un espace de liberté. Impossible de résister à son influence. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment incontournables? Est-il exact de dire que c'est un no man's land où on peut tout se permettre? On essaie de comprendre avec Oumar Zombré. Au départ, site de retrouvailles entre copains, les réseaux sociaux, WhatsApp, LinkedIn, Twitter et Facebook en tête sont devenus peu à peu des canaux d'information avec plusieurs milliards d'utilisateurs dans le monde. Fausses informations, vraies informations, ces réseaux sociaux colportent tout. De véritables fourre-tout pour des internautes classiques, mais aussi pour un genre nouveau. Des citoyens journalistes dont certains ne connaissent aucune limite dans leurs publications, et c'est là au nom d'une certaine liberté de presse et du droit à l'information. Pour le lambda qui viendrait à utiliser cet espace numérique, les infractions qui lui sont opposables, on dit traditionnellement les infractions de droit commun, telles que diffamer quelqu'un, critiquer quelqu'un,
dénigrer quelqu'un, injurer quelqu'un en ligne, naturellement, le code pénal a des dispositions permettant à chaque citoyen de pouvoir disposer de sa vie privée. Et nul n'a le droit, justement, de violer cette vie privée-là par des processus, quelle que soit la procédure. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que ça se soustrait des infractions qui ont été énumérées dans le code pénal. Pour les citoyens outragés, le recours à la justice s'avère plus que nécessaire afin de se faire rétablir dans leurs droits. Résultat, beaucoup d'internautes et pseudo-journalistes sont dans le collimateur de la justice. Je n'ai pas les statistiques, mais je peux dire que c'est quand même fréquent actuellement. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, voilà, la façon de s'exprimer, il y a des gens qui s'expriment d'une manière donc outrageante à l'égard d'autres personnes qui ne peuvent pas rester les bras croisés. Il y a également des gens qui imputent des faits qui portent atteinte à l'honneur d'autres personnes et qui viennent porter plainte. Cela est devenu courant. Et en cas de démêlé avec la justice, les sanctions infligées aux mises en cause dans le monde réel prévalent aussi bien dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Les peines peuvent aller de 500 000 francs à 3 millions de francs d'amende. Sans compter la réparation civile. Si c'est une société qui a été diffamée et qui n'a plus fait des ventes, les ventes ont baissé à hauteur de 100 millions, vous allez payer. Si c'est une personne physique également, si l'impact économique de votre diffamation lui crée un manque à gagner de 100 millions ou de 10 millions, et le tribunal va vous condamner à payer cette somme. Il y a le préjudice moral aussi qui sera réparé. Les coupables sont condamnés certes. Cependant, ce n'est pas toujours évident de parvenir au retrait pur et simple de la preuve de l'acte indélicat une fois sur les réseaux sociaux. Par rapport à ces géants-là, nous essayons d'établir des lignes de coopération nous permettant, lorsque un citoyen venait à être violé dans ses droits, de les contacter et d'aider à remettre ce citoyen dans ses droits en supprimant certains comptes qui ont été créés par usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on prend la photo de quelqu'un et on crée un compte sans que ce soit la personne qui ait créé ce compte. Donc nous pouvons intervenir auprès de ces structures-là, leur demandant la suppression de ces comptes qui ont été illégalement créés par une usurpation d'identité. Mais il est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas à chaque fois qu'on a le feedback, qu'on a des réponses positives. Le commissaire de la CIL appelle les utilisateurs à faire attention à ce qu'ils publient afin de ne pas avoir maille à partir avec la justice. Quant au substitut, il met en garde les internautes car la loi s'applique à tous, que ce soit pour des faits dans le monde réel ou dans le monde virtuel. La consommation des réseaux sociaux n'est pas sans conséquence sur la vie des utilisateurs. Certains en sont devenus dépendants, à croire que Facebook ou autres ne sont pas devenus une drogue. Ibrahim Sombier, Zarissa Sanfo. Les réseaux sociaux. Quand tu nous tiens du bout des doigts, plus rien ne compte vraiment que de liker, de commenter et ou de partager. Ovan Compaoré s'est isolé ce matin pour réviser. Mais difficile de se concentrer car l'esprit Facebook est là. Alors elle navigue entre Facebook et son cours. Il y a beaucoup d'inconvénients et ça ne permet pas de bien étudier. Difficile de se concentrer pour étudier et pas seulement. En réunion, en formation, en salle, à la maison, partout ailleurs et même au boulot, les dossiers peuvent attendre le temps d'un instant sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens m'ont bloqué parce que j'ai eu quand même à poser la question à des gens que je connais. Ce sont des fonctionnaires de l'État burkinabé, mais chaque fois je les vois connectés. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que de travailler. Et même dans les couples, vous voyez, souvent vous allez voir des femmes mariées même qui sont connectées à des heures tardives, à 23h à minuit. Devenu une véritable addiction pour les accros, ils ont du mal à passer une journée sans Facebook, Twitter, WhatsApp et autres. Et cette addiction des réseaux sociaux affecte aussi leurs relations sociales. Quand ils ne s'isolent pas, ils sont là, présents auprès de vous,
Mais l'esprit, lui, il est ailleurs. Tu oublies même tes... Si ce n'est pas que non, tu as sorti maintenant de Facebook, tu vas pouvoir causer avec les autres. Là, une fois que tu es là-bas seulement, tu es déconnecté avec tes camarades. Bon. Comment y échapper? Hors micro, il nous confie que c'est la question qu'ils se posent tous les jours, chaque fois qu'ils doivent parcourir des kilomètres pour trouver un Wi-Fi pour se connecter, ou quand ils sont obligés de se vider les poches pour quelques mégas. Arrêtons-nous sur le portrait d'un utilisateur de Facebook. Il s'appelle Michael Sanwidi. Il a découvert Facebook il y a une décennie. Très vite, il a compris que cet espace peut être pour lui une source d'opportunité. Il a commencé à proposer des produits sur ce réseau social et aujourd'hui, du virtuel, Michael gère une vraie boutique dans la vie active. Retour sur son parcours avec Zubaviel David Dabiré. Au-delà des liens d'amitié que l'on peut y tisser, le réseau social Facebook est une véritable opportunité d'affaires pour qui sait la saisir. L'exemple de Michael Sanwidi en est l'illustration parfaite. Dès 2006, le jeune informaticien, passionné de business, ouvre son compte Facebook. Il était alors loin d'imaginer l'impact de cet outil sur son devenir. Quand Facebook est venu, on s'est tout de suite inscrit. L'objectif, c'était bien sûr de se faire des amis. C'était ça, voilà, se faire des amis. Par la suite, on a vu que Facebook avait mis en place un certain nombre d'outils, notamment la possibilité de créer des groupes. Très vite, il flaire l'opportunité qu'offre la création d'un groupe sur Facebook pour ses affaires. Sans ressources, mais armé de conviction, il se lance à la conquête d'une clientèle virtuelle. Moi, j'avais mon groupe que j'avais créé, qui était, le nom c'est Ken du jour. J'ai deux amis qui avaient créé un autre groupe qui était Yoman Yakelken. J'ai un autre ami aussi qui avait créé un groupe qui est Opportunité d'affaires. Donc du coup, par la suite, il y a eu d'autres gens aussi qui ont créé d'autres groupes et on était un peu membres de ces groupes-là. Et voilà, tu es membre d'un groupe, tu as un article qui est là, supposons que quelqu'un te remet un ordinateur ou un téléphone, il dit, ok, moi je vais vendre ça à 100, moi je vais 100 000. Toi tu prends l'ordinateur ou le téléphone, tu pars, tu publies dans le groupe et tu mets le montant, tu dis peut-être que tu vas vendre à 115 000, tu mets ta marge dessus. Avant la fin de la journée, peut-être tu vas recevoir 5 coups de fil. Dans ce monde virtuel et difficile, où il côtoie des inconnus au quotidien avec les risques que cela comporte, Michael Sanwidi, à force d'abnégation, se fait une place. Son rêve commence à prendre forme. Maintenant, quand tu publies, le client qui est intéressé va t'appeler, il va te dire, j'ai vu ta publication de tel ou tel article et dans tel groupe, voilà, le prix c'est combien, tu vas donner le prix, ou bien peut-être il a déjà vu le prix, mais il veut discuter du prix avec toi, vous allez discuter. Maintenant, vous allez convenir d'un rendez-vous et tu n'as pas besoin en fait d'avoir une boutique physique, voilà. Tu peux en fait faire tes affaires de façon virtuelle. Et on a commencé comme ça, petit à petit, on arrivait à écouler facilement. Une décennie après sa première expérience avec Facebook, Michael Sanwidi est aujourd'hui chef d'entreprise. Et quand on lui demande s'il doit sa réussite à Facebook, sa réponse est sans embâche. Oui, je peux dire ça parce que la société, comme je l'ai dit, actuellement, je peux dire que Fasotech ne serait pas là où elle est, ou aurait peut-être mis du temps à être là où elle est s'il n'y avait pas eu Facebook. Fort de cette expérience, Michael Sanwidi invite les jeunes à orienter l'utilisation des réseaux sociaux vers de nobles ambitions. Car dans le monde virtuel, précise-t-il, les opportunités de réussite existent, quel que soit votre profil. Pour aller plus loin sur le sujet, je reçois Daouda Kouma. Je rappelle que vous êtes psychosociologue, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Merci Pino. de venir répondre à nos questions. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, quelle est la place réelle que Facebook ou les réseaux sociaux tiennent dans la vie des Burkinabés? D'accord, je vous remercie en tout cas pour m'avoir invité par rapport à un sujet d'actualité, un sujet d'intérêt.
C'est vrai que les réseaux sociaux, j'ai envie de dire même les médias sociaux, occupent une grande place au niveau du public, notamment au niveau des jeunes. Parce qu'il y a une étude récente qui a été réalisée justement en 2013 qui montre qu'en Afrique, à peu près 70% des jeunes qui ont moins de 30 ans s'intéressent à ces réseaux sociaux. Donc au Burkina, sans aucun doute, au Burkina aussi, les réseaux sociaux occupent une grande place, notamment au niveau des jeunes. Peut-être du fait de l'analphabétisme, on ne peut pas étendre ça aux milieux ruraux ou à des couches qui ne sont pas alphabétisées, mais au niveau urbain, c'est évident que les réseaux sociaux jouent un grand rôle auprès des jeunes, auprès de ceux qui s'intéressent à ces médias-là. Oui, est-ce que votre étude s'est intéressée sur ce que ces jeunes vont chercher sur les réseaux sociaux? Bon, vous savez que de façon générale, quand on s'intéresse aux réseaux sociaux, on cherche 3 finalités. Il y a une finalité informative, il y en a qui vont pour chercher de l'information. Il y a des finalités interactives, il y en a qui vont aussi pour des contacts amicaux, des contacts professionnels et parfois même des contacts communautaires. Il y a des gens qui ont des centres d'intérêt communs, peuvent se retrouver pour essayer de faire avancer leurs projets. Maintenant, du côté des jeunes, donc c'est beaucoup plus le côté distractif qui prend les pas. Donc on y va pour échange de vidéos, échange de photos, bien sûr par moment échange d'informations. Donc ce qui veut dire que parfois ce sont des informations personnelles aussi qu'on véhicule. Donc il y a l'exposition des internautes, des gens qui sont des utilisateurs par rapport à ces phénomènes. Oui, docteur Kouma, on a comme aussi l'impression que c'est le lieu du m'as-tu vu? Oui, il y a ces phénomènes-là. Vous savez que pourquoi les réseaux sociaux facilitent les échanges? Il faut se dire que les réseaux sociaux offrent une sphère de liberté. On a l'impression que au sein des réseaux sociaux, on peut se libérer, on peut s'exprimer. Au niveau des réseaux sociaux, le seuil d'inhibition est faible. Donc même si les personnes naturellement timides, les personnes naturellement réservées ou introverties arrivent à s'exprimer, à échanger, à nouer des contacts, à établir des relations avec les autres. Est-ce que ce n'est pas aussi le prolongement des illusions, quelque part? Ce que je ne suis pas, je le suis sur Facebook. Non, ça c'est là vous avez il y a une part de vérité parce qu'il y a beaucoup qui passent aussi par les réseaux sociaux pour se valoriser, pour essayer de faire une certaine valorisation de soi. Donc notamment les personnes qui ont une estime de soi assez faible. Parce que pourquoi? Parce que au niveau des réseaux sociaux, on crée une identité d'appartenance. On a un sentiment d'appartenance avec des gens avec qui on a des centres d'intérêt communs, on a un partage des plaisirs, on a un partage d'un certain nombre de choses. Donc ce qui fait que ça donne véritablement parfois l'illusion qu'on est aimé, on est adulé, on est une star. On est une star, sauf que ça reste virtuel. Il y a la vie active. Il y a la vie réelle qu'il faut virtuel. Voilà. Et on l'a vu également, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'influencer pour quelque peu un certain nombre de décisions, même parfois politiques. Oui, je pense qu'il y a des événements récents qui nous montrent que quand même les réseaux sociaux participent d'une certaine manière à la formation, en tout cas des opinions, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai que les leaders d'opinion classiques, c'est-à-dire les leaders politiques, les leaders intellectuels, les leaders économiques, les leaders socio-religieux, les artistes, sont maintenant, il y a une concurrence sérieuse des cyberactivistes qui, parfois, on voit émerger maintenant quand même des personnalités, des leaders qui orientent, qui donnent l'ordre des idées par rapport aux internautes. Donc, je pense qu'ici ou ailleurs, on a pu constater en tout cas l'effet des médias sociaux. Je pense qu'aux élections de 2008, à la première élection de Barack Obama, vous avez bien vu, il a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, le rôle des réseaux sociaux, pour mobiliser l'électorat. Et on a vu son successeur, Donald Trump, tout récemment, qui utilise abondamment Twitter, pour rentrer en contact avec ses concitoyens. Voilà. Maintenant, si on regarde même le printemps arabe,
on a vu que les réseaux sociaux ont beaucoup joué par rapport à la mobilisation pour contester les pouvoirs qui étaient en place. D'une certaine manière, même au Burkina, ce n'est pas que je n'ai pas les statistiques, par rapport à l'insurrection, qu'on le veut ou pas, les réseaux sociaux ont participé d'une certaine manière à la mobilisation, à la mise en relation, à la mise en réseau, comme c'est son but, entre les citoyens pour la lutte, pour qu'on soit là aujourd'hui à une situation post-insurrectionnelle. Oui, mais il y a aussi le fait, docteur Kouma, que l'impact de ces réseaux sociaux sur le tissu social aujourd'hui est indéniable. On l'a vu, des étudiants qui n'arrivent pas à se concentrer, des gens au boulot qui n'arrivent pas à mieux se donner, des couples parfois fragilisés. Quelque part, est-ce que ce n'est pas le revers de la médaille? Voilà, en tout cas, vous faites bien de le poser. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux offrent des opportunités. Mais les réseaux sociaux aussi présentent des risques. Et un des risques là, c'est la cyberdépendance, ou ce qu'on appelle l'addiction, ou la cyberaddiction. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on constate? Assez souvent, c'est une anormalité. Hein. Ça veut dire que la personne préfère être connectée, être sur les réseaux sociaux, que d'être dans la vie réelle. Donc ça se présente par quoi? Par un appauvrissement des relations sociales. La personne néglige ses amis, néglige ses parents, néglige ses proches, néglige ses collègues au travail. La personne est branchée sur les réseaux sociaux et la personne y tire un grand plaisir et même de l'euphorie. Et quand la personne n'est pas connectée, la personne est irritée, la personne est associable. Donc vous voyez donc, que ça a des conséquences. Maintenant, par rapport aux étudiants, c'est une des conséquences aussi. Ça a des conséquences, ce que nous appelons en psychologie les conséquences cognitives. Ça veut dire que les ressources mentales ne sont plus utilisées pour des activités scolaires, mais les ressources mentales sont détournées et mobilisées pour des activités de plaisir, de contact, de telle sorte que l'individu est dans la dépendance, donc l'individu constate cela, mais l'individu n'est pas capable de se défaire des réseaux sociaux pour s'adonner à des activités principales, à des activités cruciales. Donc c'est un sérieux problème. Oui. Et puis, bon, pour terminer, tout n'est pas négatif. On l'a vu, ce jeune qui est passé du virtuel à la réalité, voilà, et qui aujourd'hui prospère dans les affaires. Voilà, moi j'ai envie de dire que ça devrait être le cas. Parce que les réseaux sociaux, justement, à l'origine, le but, ce n'était pas de créer une zone où les gens viennent s'installer pour vivre là-dedans. Ça a été considéré au départ comme un relais. Ça devrait permettre aux gens, à travers les réseaux sociaux, de mieux accéder, j'ai envie de dire, aux relations réelles, de nouer de vrais contacts et d'activer ces contacts-là par les biais des réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça annule d'une certaine manière, en tout cas ça raccourcit les frontières. On peut accéder à des contacts lointains et ça permet véritablement d'agrandir son cercle d'amis, son cercle professionnel, ainsi de suite. Donc, sur ce point-là, le monsieur a été bien inspiré d'utiliser les réseaux sociaux pour dessiner son destin. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est une fierté. Voilà. Docteur Daouda Kouma, merci d'être venu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes psychosociologue et vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Et puis je le disais tantôt, le président du FASO prend part demain à Bamako au Mali à une rencontre du G5 Sahel. Vous le voyez en image, le président Roch Christian Kaboré qui est arrivé à Bamako pour prendre part à ce sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire au Mali et son impact dans la sous-région. La suite de ce journal nous conduit à Bobo Dioulasso où la 14e promotion des élèves sapeurs-pompiers vient de terminer sa formation. Une promotion composée de près d'une centaine d'hommes, dont 10 filles. Ces soldats du feu constituent un renfort pour le corps d'Issa Traoré, Moumouni Balo. La gymnastique, le secourisme, la prévention des incendies, les techniques de sauvetage aquatique, ces exercices sont des cas de simulation pour ces 97 soldats de feu, dont 10 filles. Avec pour nom de baptême, colonel Tchendrebigo Subnonga Marcelin, cette 14e promotion se dit prête à faire face à toutes les interventions pour la protection des personnes, biens ainsi que de l'environnement, après avoir passé 6 mois dans les différents centres d'instruction. Parce qu'on est rentré 97 et on est sorti 97. Cela est vraiment un bon résultat et nous espérons continuer ainsi dans la vie courante. Franchement dit, ça a été bon. On est prête
à donner notre vie pour sauver la vie de nos citoyens. Dotés de leurs diplômes et épaulettes, ces stagiaires iront bientôt grossir les rangs de différentes compagnies. On vient de créer récemment la compagnie de Kaya. Il y a également en perspective la compagnie de Coupela. Donc ils iront renforcer les effectifs, en tout cas dans ces régions-là. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. La formation théorique est terminée ici, mais sur le champ, dans la pratique, ils auront à faire face à des situations qu'on ne leur a pas enseignées en classe. Et il faudra qu'en ce moment, chacun puisse mettre son génie créateur, libérer son génie créateur, comme on le dit, pour venir à bout de la situation qui se présente à lui. Et comme à l'accoutumée, les stagiaires ont transmis à la promotion antérieure, les fanions, une marque symbolique de l'unité. La cerise sur le gâteau fut le traditionnel défilé des différents corps militaires et paramilitaires sous le regard bienveillant du public. Des milliers de pèlerins ce matin à Yagma, une tradition respectée encore cette année au sanctuaire marial Notre-Dame. Ce pèlerinage constitue une action de grâce car il y a 75 ans de sacerdoce au Burkina. Kosoum Koulibaly et Messolange Gigma. À ce pèlerinage national de l'archidiocèse de Ouagadougou, les fils et filles de l'église Famille de Dieu sont appelés à jubiler avec Marie, Mère de Miséricorde, et avec les prêtres pour les 50 ans de découverte de ce sanctuaire marial et les 75 ans du sacerdoce au Burkina. Les premiers prêtres donc, de Haute-Volta ayant été ordonnés en 1942. Alors donc c'est ce jubilé d'Albâtre que nous voulions célébrer au pied de Marie, parce qu'en définitive, c'est Marie, la mère de Jésus, qui est aussi mère des prêtres. Alors nous comptons sur Maman Marie, sur sa prière, son intercession, pour aider les prêtres à être chaque jour un peu plus prêtres pour le bien du peuple de Dieu. Et le message de la parole de Dieu était clair aujourd'hui. Nous sommes tous les baptisés, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que pour que ce monde ait du goût, il faut que nous soyons réellement des témoins de Jésus-Christ. 2017 marque également les 75 ans du sacerdoce au Niger. Ensemble, ils ont donc prié pour la paix dans les deux pays et dans le monde. Les fidèles catholiques ont massivement effectué cette marche de foi pour rendre grâce à Dieu et aussi pour vénérer Marie et lui demander son aide. Beaucoup de grâce à Maman Marie, surtout la paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles et la paix au Burkina Faso. Demander la santé pour notre couple et puis notre famille et puis nos enfants, particulièrement le vieux qui est malade et puis il a guéri. C'est ça qui nous a fait amener ici. Cette célébration eucharistique officiée par le nonce apostolique Monseigneur Pierre Giorgio Bertoldi est suivie d'une procession d'adoration du Saint-Sacrement. Occasion pour les pèlerins de soumettre leur doléance à Notre-Dame de Yagma Marie et à son fils Jésus-Christ pour des lendemains meilleurs. En culture, amener la danse vers le public pour que le public s'intéresse à la danse, c'est l'ambition de la chorégraphe Irène Tassambedo à travers le Festival international de danse de Ouagadougou. La 5e édition vient de s'achever ce samedi à l'Institut français de Ouagadougou. Images et témoignages avec Aruna Maré. L'Amérique et l'Afrique à l'affiche à Ouagadougou pour le bouquet final de la 5e édition du FIDO, le Festival international de danse de Ouagadougou. C'est un voyage à la découverte de chorégraphies arc-en-ciel de 2 continents. C'était super, il y avait une troupe américaine absolument remarquable, avec des danses extrêmement variées, des chorégraphies très variées. Ensuite il y a une femme seule, Alicia Gomis, c'était très très bon aussi. Des enfants, c'était très 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 sympa. Puis ça a terminé avec un spectacle de danse moi aussi, c'était chouette. Le FIDO 2017 a mis en lumière les créations de 22 compagnies de danse venant d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Le festival a aussi déroulé le tapis rouge aux troupes traditionnelles burkinabées. Et c'était vraiment quelque chose de très bien.
Vous avez vu, la salle était pleine. On a fait, malgré le football, on a réussi à remplir les salles et ça, c'est pas rien, c'est super. Sur le plan économique, bon, c'était 0-0, au moins 0. On repart toujours endetté, mais on est quand même, je suis contente. Durant le festival, le Centre de développement chorégraphique La Termitière, la Maison d'arrêt et de correction, le Grand Marché de Ouagadougou et l'Institut français ont accueilli des spectacles. Chaque année, et ce depuis 2013, le festival s'investit pour l'expression de plusieurs formes de danse du monde dans la capitale burkinabé. Un dialogue de coq magnifique. Pour refermer cette édition aux États-Unis, un juge fédéral à Seattle a bloqué temporairement vendredi le décret anti-immigration du président américain visant 7 pays à majorité musulmane. La Maison-Blanche a aussitôt répliqué. Le département de la justice a fait appel dès samedi soir de la décision du juge, un appel refusé par la Cour d'appel. Pour la sécurité du pays, nous gagnerons, proclamait Donald Trump, qui n'a pas l'intention de renoncer à son projet d'interdire pendant 3 mois l'accès aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays musulmans, le temps que les autorités revoient leur dispositif antiterroriste. Mais il a perdu une deuxième bataille juridique après le refus tôt dimanche matin d'une cour d'appel de Los Angeles d'annuler la décision d'un juge fédéral de Seattle de suspendre son décret. Sur Twitter, Trump avait vivement critiqué ce magistrat en lui reprochant d'ouvrir la porte du pays à de potentiels terroristes. Et donc le département américain de la justice avait fait appel de cette décision. Les opposants au décret Trump encouragent les personnes visées par l'interdiction à se précipiter à l'aéroport pour embarquer sur le prochain vol, selon la formule d'un professeur de droit. Et dans des aéroports américains, comme ici à Washington, des juristes ont mis en place une assistance pour les personnes concernées. Cette avocate dit espérer voir beaucoup d'immigrés profiter du vide juridique actuel pour rentrer aux États-Unis, aujourd'hui, demain et dans le futur. Car nous ne savons pas quand et comment la situation va évoluer. C'est peut-être une question de quelques jours ou de plusieurs semaines, voire de mois, c'est difficile à dire, ajoute-t-elle. L'opposition continue aussi à se traduire dans la rue. 2000 personnes ont manifesté samedi soir à West Palm Beach en Floride, tout près de la résidence où le président Trump passe le week-end en famille. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.